Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Il y en a qui se posent pas de questions et qui dorment sans perdition. Cette amnésie est apparue au fond des ailes dans l'inconnu qui ont cru bon. Croyez donc, croyant tous en son nom tout au long. Hello vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue à vous tous sur le babillard de la vérité. Par commencer, j'aimerais vous dire que les informations données dans cette vidéo sont basées sur des faits vérifiables et tirées pour ma part, en premier lieu, du premier complowing de Ken Pereira, qui était co-animé avec André Pitt et qui était filmé à l'époque dans l'ancien studio de Lux Media. J'ai dû bien sûr approfondir mes recherches en me tapant quelques documentaires ici et là, comme par exemple le Projet M, dont j'ai pu prendre quelques informations supplémentaires afin de pouvoir couronner le tout. Je laisserai les liens des vidéos originales dont j'ai pu prendre les informations si cela vous intéresse dans la description. C'est ici, au Québec, pas très loin de chez nous, situé dans le fleuve Saint-Laurent, à 25 km de l'île d'Orléans et à 50 km de la ville de Québec. Et si vous voyez sur la carte, on se trouve à être à 5 km des côtes. Et c'est finalement pas très loin de Montmagny non plus. C'est ici qu'on y retrouve enfin l'île de Saint-Antoine de l'île aux Grues, et plus précisément appelée la Grosse-Île. Grosse-Île a été autrefois la principale porte d'immigration au Canada. Durant une centaine d'années, c'était un lieu qui servait de station de quarantaine. C'était surtout des immigrants d'Irlande qu'on accueillait après la Grande Famine. On les emmenait ici, à Grosse-Île, pour environ une trentaine de jours et après, on les laissait aller dans le reste du pays. Grosse-Île était considérée, si on veut, comme étant l'île de l'espoir. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, ce fut plutôt devenu l'île où l'on fabriquait la mort. Et vous allez comprendre tantôt pourquoi. L'arme biologique d'anthrax, ça vous dit quelque chose? Peu importe. Fabriquée dans un laboratoire secret clandestin choisi sur le mandat de Winston Churchill, ancien premier ministre du Royaume-Uni, avec la collaboration de Franklin Delano Roosevelt, qui lui était président des États-Unis, et à qui ce dernier refusait catégoriquement de mettre au parfum William Lyon Mackenzie King, écartant ainsi le premier ministre du Canada de toute discussion entourant ce laboratoire secret. Clandestinement fabriqué en territoire canadien, jamais on n'aurait pu penser que c'était fait au Québec, caché à la fois à la population et au gouvernement canadien. Personne ne semblait être au courant de ce qui se passait réellement sur cette île, d'Adélard Godbout à Maurice Duplessis. Saviez-vous que le pays qui a développé le plus d'armes biologiques est bel et bien le Canada, et que c'est plutôt dans la province du Québec qu'il y a eu le plus grand et le plus gros laboratoire d'armes biologiques au monde? Car Grosse-Île a été utilisée durant la Seconde Guerre mondiale pour des projets de recherche sur la guerre biologique. Ces projets de recherche sont étroitement associés à Frederick Banting, un médecin et un des scientifiques les plus reconnus au Canada, qui avait obtenu le prix Nobel en 1923 pour sa découverte de l'insuline et qui, durant la Première Guerre mondiale, avait soigné des soldats qui avaient été parmi les premières victimes des armes de guerre chimiques des Allemands. On parle ici de gaz chimique qui fut une expérience terrifiante pour les soldats de l'époque. Certaines personnes considéraient Frederick Banting comme étant un grand patriote. D'ailleurs, il existe encore aujourd'hui des départements dans les hôpitaux et les universités qui portent encore son nom aujourd'hui à ce jour. Frederick Banting était tellement motivé dans sa cause qui constituait à tuer les nazis, je crois que son objectif était de tuer 5 millions de nazis, qu'il pratiquait lui-même ses tests de recherche sur sa propre personne, utilisant certains produits chimiques dont le gaz de moutarde, le mustard gas, qu'il perdit alors la plupart des fonctions de son bras. Frederick Banting ne mettra jamais son plan en exécution. Il meurt dans un accident d'avion à Terre-Neuve en février 1941. Il était en route pour Londres. Il semblerait que c'était pour approfondir ses recherches. C'est pas quelque chose de réellement déclassifié à ce jour, mais on sait que ces comprimés ou bombes d'anthrax se trouvent à être enrobés dans un solvant et dans le milieu du fleuve Saint-Laurent. On parle ici de 70 milliards de doses mortelles d'anthrax. On sait que c'est à peu près dans le milieu du fleuve, mais on ne sait pas trop c'est où. Alors, il serait donc important de savoir que Grosse-Île est une île tout près de chez vous. Voulez-vous me montrer, mon cher Léo? Où se situe Grosse-Île? Environ, mon cher Léo. Ben oui, Léo. Ben oui.
Léo? Mon cher Léo, voulez-vous me montrer la direction où se trouve Grosse-Île? Mais je vais vous la montrer, moi. Alors, Grosse-Île serait plus par là-bas. Hey, j'ai bien les piqûres de marin, quoi. C'est le bras. Par la Grosse-Île. On m'a dit, je me suis informée. Cette histoire commence à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne envahit l'Europe, la France tombe en juin 1940, les Anglais se replient en catastrophe. 4000 avions allemands vont bientôt bombarder Londres. Winston Churchill, voyant la France se faire envahir, prit alors panique et décida d'organiser un premier sommet au Château Frontenac à Québec afin de pouvoir cacher une grosse partie de la réserve d'or appartenant à l'Angleterre, qui équivalait à l'époque à 2 millions de livres d'or. De peur de se faire dérober le tout par les Allemands, il rassembla donc William Lyon Mackenzie King ainsi que Franklin Delano Roosevelt afin de pouvoir discuter d'un plan stratégique pour pouvoir transporter par bateau 2 millions de livres d'or, des lingots je crois. Provenant de Londres, allant jusqu'à Montréal, cette opération s'appellera plus tard Operation Fish, ou plutôt en français, l'Opération Poisson. Ils iront par la suite cacher cette belle grande partie de la réserve d'or dans le Sun Life Building à Montréal. Pour tous ceux et celles qui l'ignoraient encore à ce jour, le Canada fut jadis l'endroit où il y avait la plus grande quantité d'or. Ou pour être plus précise, Montréal fut l'endroit où il y avait la plus grande quantité d'or. Fin de ce chapitre. Ça me tentait juste d'ajouter cette petite parenthèse à l'histoire. Tant de liens unissant la Seconde Guerre mondiale et le Canada, si vous saviez. Enfin bref, nous pouvons maintenant commencer l'histoire de Grosse-Île, cette île qui est tout près de chez nous. Cette histoire commence à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne envahit l'Europe, la France tombe en juin 1940. Les Anglais se replient en catastrophe. 4000 avions allemands vont bientôt bombarder Londres. Au-delà des ravages des bombardements, les Britanniques appréhendent une attaque nazie à l'arme biologique. Parce que déjà à l'époque, les articles des journaux bouleversaient l'opinion publique en affirmant que les Allemands possédaient déjà ces armes. Grosse-Île a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour des projets de recherche sur la guerre biologique. Ces projets de recherche doivent en partie son origine, si je peux ainsi dire, au génie de Sir Frederick Banting, un médecin qui, durant la Première Guerre mondiale, avait soigné des soldats qui avaient fait partie des premières victimes des gaz chimiques des Allemands. Et selon les dires, cela l'avait profondément marqué. Plus tard dans sa carrière, Frederick Banting va devenir très connu. Il va d'ailleurs obtenir en 1923 le prix Nobel de médecine pour la découverte de l'insuline. Ce qui peut devenir paradoxal ici, c'est de constater que le même qui a pu sauver des millions de vies avec la découverte de l'insuline est aussi celui qui a poussé de l'avant la mise en place dans la guerre biologique, les bombes à l'anthrax. Sauf que Banting, OK, il est encensé par le corps scientifique, des ailes à l'université, on le glorifie, mais jamais il a dit « grab the pussy ». Ça, tu peux pas dire ça. Si tu dis grab the pussy, là, à ce moment-là, il faut que tu manges une balle dans la tête. Mais tu peux avoir des plans pour tuer la planète entière et pas genre de façon confortable. Comme exemple, une overdose de morphine. Non. Tu fonds et tu regardes tes enfants se désintégrer devant toi. Frederick Banting va devenir l'un des hommes les plus influents dans la mise en place des programmes de guerre des Alliés. Vers la fin des années 30, le général McNaughton, qui est militaire, scientifique, homme politique et diplomate canadien, et qui est par ailleurs responsable du Conseil national de recherche du Canada, va donc faire appel à lui afin d'obtenir des conseils scientifiques pour pouvoir préparer le Canada à la Deuxième Guerre mondiale. Compte tenu de son expérience dans la guerre chimique due à la Première Guerre mondiale, Banting était non seulement convaincu que les Allemands allaient utiliser des armes chimiques, mais il était aussi convaincu qu'ils allaient utiliser des armes biologiques. Alors, et c'est du tout bonnement qu'il fallait en fabriquer aussi. Dès 1939, il va rencontrer de hauts dirigeants britanniques et il va tenter de les convaincre de se doter d'armes biologiques. Des études secrètes sur des agents de guerre biologiques sont en marche dans les universités canadiennes, mais elles manquent malheureusement de fonds.
Banting va alors convaincre des hommes d'affaires de financer directement le projet militaire. Parmi eux, Samuel Bronfman, propriétaire de la distillerie Seagram et président du Congrès juif canadien. Ici, on peut peut-être percevoir un petit intérêt de la part de M. Bronfman à vouloir financer directement ce projet. Ainsi que John David Eaton, propriétaire de la chaîne de magasins Eaton. Ils donnent chacun $250 000, qui était une somme colossale à l'époque. Depuis le tout début, tout était, comme on dit, top secret. Alors, c'est certain que le financement disponible devait l'être tout autant, si ce n'est pas plus. Le financement en question a dû alors passer par ce qu'on appelait le Fonds Père Noël. Samuel Bronfman et John David Eaton ont pu prendre part au complot parce que c'était leur agent de fonds qui finançait directement le projet de recherche sur l'anthrax. Ils ont pu assister aux réunions à tous les mois. Ils ont, en gros, été au courant de l'un des plus grands secrets de la guerre. Mais ils n'en ont jamais parlé à qui que ce soit. Nous sommes vis-à-vis Grosse-Île. À l'autre côté des sapeurs se trouve enfin Grosse-Île. On est vraiment vis-à-vis. Et voilà le lieu historique national de la Grosse-Île et le mémorial des Irlandais. J'ai jamais été aussi près de Grosse-Île. C'est quasiment dur à croire. À 2 km. Tan, tan, tan. Les recherches vont donc s'accélérer dans les laboratoires universitaires. De son côté, Banting multipliera les expériences avec des agents de guerre chimiques, comme par exemple le gaz de moutarde, le mustard gas. Il fera d'ailleurs des essais sur lui-même, une expérience qu'il regrettera, car il perdra plus tard la plupart des fonctions de son bras. Une autre image, aussi tirée du premier complot qui illustre très bien les dommages que peut faire le gaz de moutarde. Je vous préviens qu'il est possible que cette image vous fasse sursauter. Voilà. Ici, nous avons un homme qui, semble-t-il, aurait été exposé au gaz de moutarde. Frederick Banting voulait trouver à tout prix l'arme qui freinera l'armée nazie. Et il en fera d'ailleurs son obsession. Dans son journal personnel, on retrouve ses écrits. Nous devons tuer 3 ou 4 millions de jeunes Allemands, sans merci, sans pitié. Il est de notre devoir de les éliminer. Frederick Banting ne verra jamais le fruit de ses recherches. Il meurt en février 1941 à bord de son avion à Terre-Neuve. Secrètement, il voulait se rendre à Londres pour faire accélérer la recherche sur la guerre biologique. L'attaque japonaise de Pearl Harbor en décembre 1941 plongera à leur tour les Américains dans la Seconde Guerre mondiale, relançant ainsi les discussions sur la guerre biologique. Les Japonais ont été pris la main dans le sac avec leur expérience terrifiante en Mandchourie, incluant la peste, typhus, choléra et l'anthrax. On s'est dit, au fond, que si les Japonais faisaient ces attaques bactériologiques, forcément, ils ont dû en parler aux Allemands. Une crainte qui demeure dans la logique tout à fait naturelle. Par contre, selon des recherches plutôt récentes dans les archives allemandes, l'armée nazie n'était aucunement préparée à une telle attaque. C'est sûr qu'il y avait quand même des mesures de défense et des préventions pour une attaque au point de vue médical. Les Allemands étaient quand même très préparés. Car même Hitler avait interdit et refusé en 1942 toute activité dans ce secteur. Des fois, je me demande qui était réellement le bon gars dans l'histoire. Pourtant, les officiers et les militaires de l'armée allemande avaient essayé à plusieurs reprises de lui faire changer d'avis à ce sujet. Mais Hitler avait tout simplement interdit toute activité dans ce secteur. Il faut croire que les Britanniques, eux, de leur côté, croyaient le contraire, car ils mettront sur pied un laboratoire secret au centre de recherche militaire de Porton Down, près de Londres. C'est là que va naître le projet N, le nom de code militaire pour l'anthrax. Une première opération de nature offensive est planifiée à partir de 1942. L'opération végétarien, objectif, utiliser l'anthrax pour détruire le bétail de l'ennemi. L'Angleterre produira 5 millions de gâteaux contaminés, mais le projet n'ira pas plus loin car l'armée doute de son efficacité sur le terrain. On voulait trouver une arme beaucoup plus directe sur l'être humain afin d'anéantir l'armée nazie. Les Britanniques préféraient aussi un endroit beaucoup plus isolé où il y avait moins de risques de propagation, de bactéries, de virus qui pourraient se développer. Vous voyez le genre? L'ordre fut donné de tester pour la première fois la bombe à l'anthrax et le lieu avait été bien sûr choisi. Reynard Island, une petite île inhabitée au nord-est de l'Écosse. Les chercheurs scientifiques iront expérimenter l'anthrax sur des moutons. Après 3 jours d'exposition, toutes les bêtes seront mortes. L'expérience va donc démontrer son efficacité redoutable. Mais le succès militaire tournera bientôt à la catastrophe.
car toute l'île deviendra contaminée. Des spores d'anthrax parviendront jusqu'à la côte, décimant ainsi des troupeaux entiers. Afin de poursuivre les recherches, les Britanniques iront à la recherche d'un endroit beaucoup plus isolé. Ils se tourneront alors vers l'une de leurs anciennes colonies, le Canada. Un scientifique canadien de l'Université Queen's travaillait déjà sur ces armes en particulier. Ses recherches étaient coordonnées par 2 professeurs de l'Université McGill à Montréal, Thomas du département de chimie et E.G.D. Murray du département de microbiologie. Murray dirigeait le M1000, un comité secret du Conseil national de recherche. En 1942, Murray va se rendre à Baltimore et à Washington pour aller parler aux représentants du département de guerre et va convaincre les États-Unis de se lancer eux aussi dans la recherche sur l'anthrax. Fin avril 1942, le gouvernement américain autorise secrètement la mise sur pied d'un programme de guerre biologique qui aura comme priorité de développer un vaccin contre la peste bovine, car ce virus pouvait certainement décimer le bétail s'il est introduit en Amérique du Nord par l'ennemi. De leur côté, Britanniques et Canadiens poursuivent toujours le développement de l'anthrax comme arme de destruction massive. Ces délicates recherches, avec des agents plutôt mortels, exigera un lieu à la fois stratégique et secret. C'est à la 2e réunion du comité M1000 que les membres dresseront alors une liste d'agents biologiques qui seront, bien sûr, des plus mortels. Ils discuteront aussitôt par la suite d'un endroit pour mener ces recherches, et c'est là que le nom de Grosse-Île a été mentionné. Pour Murray, l'île était située trop près de la ville de Québec et ce n'était pas assez isolé. Selon lui, Grosse-Île n'était qu'à 4 milles de la côte, et il aurait fallu une distance de 50 000 pour éviter tout risque de propagation. Mais comme vous le savez si bien, la majorité l'emporte toujours. Les décidants vont donc se rallier à cette majorité. L'entente secrète Canada-États-Unis est finalement conclue au Château Frontenac à Québec en juillet 1942. Les Américains assumeront les 3/4 des dépenses et iront y affecter certains de leurs meilleurs chercheurs. Grosse-Île deviendra officiellement la War Disease Control Station, l'un des endroits les plus secrets de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agira d'un tournant important dans l'histoire de Grosse-Île et les habitants de la région. L'île de la Quarantaine, où transitèrent des dizaines de milliers d'immigrants au 19e siècle, deviendra à ce jour l'île interdite, ou plutôt l'île de la mort. L'île sera donc divisée en 2 parties. L'ouest de l'île pour le projet R pour Rinderpest, la peste bovine, et l'est de l'île pour la production d'anthrax, qui sera bien sûr le projet N. On y retrouve une trentaine de chercheurs et la sécurité de l'île est assurée par une centaine de soldats. Thomas Stovell, ancien chercheur scientifique de Grosse-Île, avait confié, et je cite, « À cette époque, mon travail était d'assister le major Walker. Nous devions préparer un vaccin et aussi le produire en quantité suffisante pour envoyer outre-mer en cas d'une attaque des Allemands avec un virus. Il y avait un mystère entourant cette île, et même un mystère pour ceux qui travaillaient à Grosse-Île, car seuls les scientifiques avaient le droit de savoir ce que nous faisions, sur quels microbes nous travaillions et quel danger nous encourions. » Fin de la citation. En 1943, des scientifiques canadiens avaient proposé d'utiliser la peste bovine comme arme offensive pour tuer le bétail ennemi. Les recherches en laboratoire étaient dirigées par Richard Choi du Rockefeller Institute. Voilà un nom d'institution qui m'inspire la totale confiance. Il va s'entourer de jeunes scientifiques particulièrement doués. Selon Dubois Jenkins, l'un de ces jeunes scientifiques de l'époque, on l'aurait envoyé chercher une nouvelle souche de virus qui avait été prélevée en Inde. Il devait ensuite se rendre à Washington et ramener l'échantillon à Grosse-Île. Il devait aussi faire des autopsies d'animaux. Il a confié, et je cite, « On utilisait ces organes d'animaux morts afin de cultiver un vaccin que l'on souhaitait efficace. » Fin de la citation. De leur côté, les militaires chargés de la sécurité à Grosse-Île trouvaient ça curieux de voir constamment les scientifiques prendre des douches et parfois de travailler nus. Paraît-il que les scientifiques de leur côté préféraient travailler nus afin d'éviter tout risque de contamination. Et pendant ce temps, une dizaine de chercheurs canadiens commencèrent alors leurs travaux sur l'anthrax. Une petite parenthèse ici, et qui serait important de savoir, savez-vous que l'anthrax avait été choisi d'abord parce qu'il résiste aux explosions? On pouvait donc utiliser des spores d'anthrax et les charger dans des bombes. Lorsqu'arriverait le moment de l'explosion, l'anthrax se répandrait ainsi autour de l'impact. La deuxième raison, c'est parce qu'il est très susceptible à la pénicilline. Et il ne faut pas oublier que la pénicilline était un nouveau médicament que produisait massivement le Canada. Et enfin, la troisième raison pour laquelle on avait choisi l'anthrax, c'est parce que la meilleure arme biologique, c'est celle dont vous disposez d'un antidote, mais bien sûr, pas l'ennemi. Fin de la parenthèse.
Le port du Canada, qui faisait de toute évidence partie de ses forces alliées, devait aussi produire le chargement du charbon bactéridien qui aurait fait partie au fond de cette arme-là. Le but qui avait été établi, c'était de produire environ 120 kg par semaine. 120 kg, c'était la quantité qui avait été jugée nécessaire pour la production de 1500 bombes d'anthrax. 1500 bombes par semaine, un objectif qui demeure des plus ambitieux. À Grosse-Île, tout datait pas mal du 19e siècle. L'équipement était désuet, les autoclaves étaient pas suffisamment étanches et avaient certainement besoin de réparation. Mais pire encore, certains travailleurs tombent mystérieusement malades. Le 7 août 1943, E.G.D. Murray du comité M1000 écrit avec inquiétude à Otto Mass. Cher Dr. Mass, je viens d'apprendre par le colonel Cameron que le major Walker est hospitalisé à Québec et qu'il souffre de fièvre mystérieuse. Le colonel Cameron n'était pas en mesure de me donner plus de détails. Il ne connaît pas non plus le diagnostic. Il est de la plus grande importance de régler cette question de façon immédiate. Il est très inquiétant que je ne suis pas informé des développements. Murray avait aussi demandé à ce que le responsable du projet N, le major Richard Doty, subisse un examen dans les plus brefs délais. D'autres cas de fièvre mystérieuse ont aussi été rapportés. Les registres officiels qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui font bien peu part des préoccupations et des conditions difficiles de la production d'anthrax, car certains de ces documents produits à l'époque demeurent aujourd'hui introuvables, disparus de la surface de la Terre, notamment tous les rapports mensuels du projet N. Le major Doty, qui était le responsable du projet N à Grosse-Île, était très préoccupé par la situation. Il en parla donc à ses supérieurs, mais en vain. Il était très inquiet et malgré même son inquiétude, Murray fortement s'y opposait, parce qu'il souhaitait au fond montrer aux Américains et aux Britanniques que les scientifiques canadiens étaient aussi bons qu'eux, si ce n'est que meilleurs. Tu sais, quand on parle d'orgueil mal placé, là. En bon français, il a tout simplement refusé de voir que la situation devenait grave, tout comme le suggérait sérieusement le docteur Doty. 1943, l'Allemagne continue toujours de dominer en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, des sous-marins allemands sont de plus en plus présents dans le golfe Saint-Laurent. Cette situation préoccupait constamment les autorités à Grosse-Île. Les militaires avaient d'ailleurs établi un poste de surveillance sur le point le plus élevé de l'île, en mode parano. André Williams, militaire qui assurait à l'époque la sécurité de l'île, a cité « Là, on se disait, s'il vient à bout de savoir ce qui se passe sur l'île, on courait une chance qu'il nous sauve. » C'est dans cette atmosphère de tension que se poursuit alors la production d'anthrax à Grosse-Île. L'isolement de l'île en hiver devient alors un autre problème parce qu'il rend difficile l'envoi d'échantillons d'anthrax vers d'autres laboratoires alliés afin qu'on puisse en évaluer la virulence. Une photo ici qui peut très bien représenter à l'époque l'organisation de ces envois. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. On plaçait les échantillons d'anthrax dans des cruches qui étaient sans doute faites de verre, dans lesquelles on recouvrait le tout d'osier. Pour les habitants de Montmagny, Grosse-Île devenait un vrai mystère. Certains refusaient même d'approcher les militaires qui venaient à la ville en permission. Pour citer de nouveau André Williams, ancien militaire à Grosse-Île, Il avait peur de nous autres comme qu'il avait peur de la peste. C'était dangereux de nous approcher parce qu'on pouvait être contaminés. Il savait pas ce qui se passait là, mais il savait qu'il y avait des expériences. Mais quelle expérience! Quelques semaines après le débarquement de Normandie, les Allemands riposquèrent de plus belle, en utilisant cette fois-ci une nouvelle arme, la fusée V1. J'ai déniché 2 photos pour présenter au fond ce que c'est réellement la fusée V1. Et les voici. Pour Churchill, cependant, la guerre était loin d'être gagnée. Il ordonna donc à son état-major d'accélérer le projet N. Il voulait au fond obtenir 1 demi-million de bombes à l'anthrax. Ici, Churchill se souciait guère de la question morale. Et tu m'étonnes. Churchill demande à ses chefs militaires dont il requiert l'avis, et dans ces termes, je le cite, « Ne jouez pas aux vieilles filles qui chantent des cantiques, etc., etc. » Une véritable opération de terreur est planifiée. On voulait au final utiliser ces milliers de bombes d'anthrax afin d'éliminer les populations de 6 villes allemandes, dont Aix-la-Chapelle, Wilhelmshaven, Stuttgart, Francfort, Hambourg et Berlin. À Grosse-Île, toutefois, les problèmes d'anthrax se multiplient. Doty s'inquiétait beaucoup de la présence des mouches dans le laboratoire. Murray deviendra furieux en lisant ce rapport, et dans cette lettre, il répondra par la suite. Cette histoire ne tient pas debout. Il est complètement inapproprié de soulever cette question à un moment aussi critique.
Alors que vous n'avez aucune preuve, attrapez des mouches dans le laboratoire, vérifiez si elles sont porteuses de germes d'anthrax et faites-moi un rapport. Fin de la lettre. Mais il n'y avait pas seulement les mouches qui inquiétaient le major Doty. Il soupçonnait aussi une fuite d'anthrax dans la pompe d'évacuation du laboratoire. Une fuite qui pouvait bien entendu contaminer l'ensemble de l'île ainsi que tout son personnel. Doty avait bien dit à Murray qu'il y avait contamination en provenance de l'usine d'anthrax et que la situation exigeait des mesures immédiates. De leur côté, les autorités canadiennes n'avaient pas envie d'investir davantage à Grosse-Île car nous étions sur le point de mettre fin aux opérations. Et comme de fait, quelques jours plus tard, Doty avait démontré par des tests, encore une fois sur des animaux, que la pompe d'évacuation était bel et bien contaminée à l'anthrax. Pendant ce temps, l'armée canadienne s'était mise à tester de nouveaux types d'armes de base expérimentale de Sophil en Alberta. Les Alliés prévoyaient donc de tester la nouvelle bombe à l'anthrax. Murray s'était montré d'abord favorable. J'ai discuté avec le Dr Cameron. Il ne s'opposera pas aux essais que nous désirons mener avec l'anthrax à Sophil. Par précaution, il faudrait cependant ériger une double clôture autour du champ d'essai, probablement 5000 carrés. Murray changea d'idée et soudainement s'y oppose. Je suis en désaccord avec ces tests s'ils sont menés par des gens qui n'ont ni l'expérience ni l'entraînement requis. Ces tests ont été simplifiés par mesure d'économie. Ils font peser des risques inutiles et encore davantage s'ils sont laissés entre les mains des personnes inexpérimentées. Les experts craignaient une contamination à l'anthrax comme celle qui était survenue à Grinnard Island. Les tests prévus à Sophil auront été finalement annulés à la dernière minute. Août 1944, Murray ordonna donc au major Doty de mettre fin à l'opération mais de tout laisser en place au cas où. Il lui demande aussi d'aller porter un échantillon d'anthrax à Washington pour que les Américains puissent examiner la qualité des spores qui avaient été produites. Cette production a totalisé au final 439 litres d'anthrax, beaucoup moins que l'objectif qui était donné au départ. Ces 439 litres d'anthrax représentent néanmoins 70 milliards de doses mortelles. Théoriquement parlant, il y avait assez d'anthrax à Grosse-Île pour détruire 30 fois la population mondiale de l'époque. Mi-septembre 1944, c'est la deuxième conférence de Québec. Le premier ministre Mackenzie King accueille ses deux homologues, Roosevelt et Churchill. Et malgré même sa présence sur les photos, King ne participera pas aux discussions de stratégie des Alliés. Roosevelt s'y oppose. De quoi qu'il se mêle, lui? Mackenzie King, de son côté, était très préoccupé par son nouveau projet de loi qui s'apprêtait à voter pour imposer la conscription. Quant au projet N, les gouvernements québécois d'Adélard Codbout et de Maurice Duplessis seront à tout jamais tenus dans l'ignorance totale. Ici, il faut croire que les décisions sur l'anthrax à Grosse-Île se prenaient ailleurs. Ça ressemble un peu à aujourd'hui. Depuis quelques mois, les Américains de leur côté avaient entrepris leur propre programme de production massive d'anthrax dans de nouveaux laboratoires de Fort Detrick au Maryland et de Vigo en Indiana. Les États-Unis deviennent alors les grands producteurs d'armes de cette guerre. C'est à ce moment-là qu'est venue la commande de produire 1 million de bombes à l'anthrax. 5000 bombes d'anthrax seront alors produites et envoyées en Angleterre. La reddition d'Allemagne en mai 1945 ainsi que la mise au point de la bombe atomique mettront alors fin au projet d'utilisation d'anthrax comme arme de destruction massive. Avec une durée de près de 2 ans, cette aventure canadienne sur l'anthrax prendra alors fin. Du moins, l'histoire demeure encore nébuleuse aujourd'hui. Beaucoup d'archives demeurent incomplètes, biffées ou pire, absentes. Pour citer dans ses propres mots, Clément Laforce, du Centre de recherche Défense nationale, il y a certains documents qui ont été perdus, puis c'est une malheureuse chose parce que les documents existaient encore au début de l'année 1990. Et lors d'un déménagement de la bibliothèque centrale de RDDC, ces documents-là avaient été emboîtés pour déménager à la nouvelle bibliothèque. Et par accident, certains de ces rapports-là, qui traitent malheureusement de l'histoire de Grosse-Île, ont été envoyés dans les déchets. C'était une erreur malencontreuse. Le secret qui a entouré ces expériences suscite encore, pour le moins dire, des questionnements de la part des scientifiques. Maurice Boissineau, microbiologiste à l'Université Laval, a confié, et je cite, « Ce qui me questionne bien plus, c'est pas tellement la façon de produire, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ça? Est-ce qu'on s'en est débarrassé de façon appropriée ou on a trompé ça dans un trou ou dans le fond de l'océan? » Fin de la citation. Qu'est-ce qu'on a fait au juste de toute cette production d'anthrax? À 94 ans, Thomas Stovell se souvient.
Le laboratoire était juste ici, près du quai. C'est moi qui ai nettoyé le laboratoire d'anthrax après la guerre. On m'a choisi parce que j'avais de l'expérience avec les bactéries. Ils avaient besoin de quelqu'un pour stériliser le laboratoire et laver le plancher avec des produits chimiques. J'ai dû revêtir une combinaison et un masque avant d'y entrer. Ils me faisaient confiance pour détruire tous les germes. Il fallait qu'il ne reste plus de traces, plus rien après. Quant à la production d'anthrax, ils l'ont emmené au milieu du fleuve Saint-Laurent. Et je me souviens, ils ont mélangé l'anthrax à un solvant et ont laissé le mélange reposer quelque temps. Puis, ils ont jeté tout ça au fond de l'eau. Salut à vous autres, encore une fois, internautes de ce monde. Alors, nous sommes vraiment sur le site historique de Grosse-Île. Et je me suis dit, tant qu'à venir faire un voyage en Gaspésie pour mes vacances, c'est aussi bien de passer pas loin de Grosse-Île. Alors, voici. Ben oui, je le vois. Absolument. Regardez, je pense qu'on parvient même à voir le petit truc. Attendez. Tout le monde veut nous aider à filmer Grosse-Île. C'est bien. Alors, Grosse-Île, là, réellement, elle par là-bas. C'était là que ça s'est passé. C'est vraiment là que ça s'est passé, l'histoire de Grosse-Île. Vis-à-vis le beau voilier blanc qu'on voit là-bas. Regarde, c'est vis-à-vis ça. Alors, Grosse-Île. C'est dommage. Carte à vendre, c'est un peu plus. Ça aurait été bien avec des jumelles. Mais je suis arrivée ici à l'improviste, donc voilà. C'est quand même un bel endroit. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie qui demeurent encore aujourd'hui des complots, mais qu'on peut se mettre tout de même en évidence. Ben, ces choses-là existent vraiment. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on considérait autrefois comme de simples théories du complot et qui sont maintenant considérées publiquement véridiques à 100%. Vous savez, c'est pas d'hier qu'on cache des choses, rien de nouveau sous le soleil. Lorsque des dossiers deviennent alors déclassifiés, on peut mettre aussi en évidence le fait que le gouvernement a caché jusqu'à ce jour des informations de la plus haute importance à la population. Il devient alors difficile après ça de ne pas penser que c'est sans doute encore la même chose qui se produit aujourd'hui. Quand j'y pense à toute cette histoire à Grosse-Île, je réalise aussi à quel point que personne au Québec semble réellement être au courant de l'histoire. En même temps, je me dis que c'est normal. Après tout, on a souvent cherché à effacer notre histoire volontairement. Durant la période 39-45, on avait ici au Québec l'un des plus grands laboratoires d'armes biologiques au monde et on sait ce jour que toute cette production d'anthrax se trouve à être encore au milieu et au fond du fleuve Saint-Laurent et l'histoire semble n'intéresser personne. Dans un Québec normal, cette histoire aurait dû faire les manchettes dans les médias traditionnels. On aurait dû au moins l'apprendre dans nos cours d'histoire à l'ère de l'époque 39-45. Mais ce n'est rien de tout ça. Personne n'en parle vraiment et on devrait pourtant en parler. On préfère
plutôt traiter cette histoire comme un fait divers appartenant au passé, tout en oubliant à la fois l'ampleur des dégâts que ça peut créer. J'ai pris une bonne partie de mon été pour pouvoir créer cette vidéo parce que je crois que le sujet vaut vraiment la peine d'être bien traité et comme on le dit si bien, le calcul vaut son travail, en espérant tout de même que cela va porter fruit. J'espère du moins que ces informations demeureront précieuses pour vous afin que vous puissiez vous aussi les partager en retour. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous aimez le contenu bien sûr. Sur ces derniers mots, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao! OK, on parle de nos eaux qui sont complètement décimées par la pollution. Bien, le gouvernement canadien a mis du anthrax dans notre Saint-Laurent. Et à ce jour, personne ne sait où. Il est dans le formol, il peut se disperser, on ne sait pas. Et c'est le produit le plus dangereux pour l'humain. Et personne n'en parle. Mais on veut sauver la planète. Et comment qu'on va sauver la planète? Bien, en enlevant les pailles de plastique. Exactement. Mais l'anthrax, quelque part dans le Saint-Laurent, aucun problème. On ne fait pas de recherche, on prend pas des sous-marins. On fait une vraie enquête pour aller chercher ça, pour sauver la population. Ça, on n'en fait pas. Tu vois? C'est quand qu'on se plante